1940, 1940, 1940, 1940. J'ai fait mes études au lycée Condorcet, comme Marcel Proust, ajouterai-je, bien que ce ne soit pas dans le texte, de 1927 à 1931. Ainsi commence le compte-rendu de l'interrogatoire auquel le volontaire Jean-Pierre Grumbach est soumis par le service de renseignement de la France libre le 13 août 1943, peu après son arrivée à Londres, au terme d'un voyage remarquablement fertile en péripéties. De ce document, conservé au service historique de la Défense, à Vincennes, et couché sur un papier pelure dont la finesse et la fragilité accroissent le sentiment de respect qu'il inspire, auquel contribue également le tampon rouge, confidentiel, très secret, il ressort que le volontaire susnommé est né le 20 octobre 1917 à Paris, qu'il est de nationalité française, célibataire et athée, une mention qui sans doute n'apparaîtrait plus aujourd'hui dans un document du même genre, qu'il n'a obtenu que la première partie du baccalauréat, et que son frère, Jacques Grumbach, de 15 ans son aîné, a été conseiller général et journaliste au Populaire, le quotidien du parti de Léon Blum. D'après l'information qui est parvenue à l'interroger pendant son séjour à Barcelone, ajoute le compte-rendu, Jacques Grumbach aurait franchi la frontière espagnole et aurait eu une crise cardiaque en Espagne. S'agissant des états de service du volontaire, l'interrogatoire nous apprend qu'engagé à titre résiliable au 7e régiment d'artillerie, en qualité de chauffeur-tracteur tout-terrain, il est monté en ligne le 10 mai 1940, qu'il a pris part à la campagne de Flandre, et qu'après avoir été évacué de Dunkerque dans le contexte de l'opération Dynamo, il a été renvoyé à Brest et finalement démobilisé le 10 août de la même année. Nous avions 3 canons, précise-t-il, que nous avons été obligés d'abandonner sur ordre. Et à la tournure de cette phrase, on sent que ce ne fut pas de gaieté de cœur qu'il abandonna à ses canons. La suite de l'interrogatoire porte sur les circonstances de son évasion par l'Espagne, en commençant par ses recherches infructueuses d'un moyen de passage à Marseille, où il est resté plusieurs mois vers la fin de l'année 1941, tout d'abord en compagnie de son frère, naviguant d'un hôtel à l'autre, s'adressant au consulat américain sans en obtenir aucune aide, et exerçant par intermittence, plutôt comme une couverture, l'activité de représentant pour une société de couture et de confection. En même temps, et vraisemblablement par l'intermédiaire de son frère, il entre en relation avec des groupes de résistants issus du Parti socialiste. À ce titre, alors que depuis le début de l'année 1942, il réside désormais à Castres, où il est employé par l'entreprise textile d'un parent, Jean-Pierre Grumbach est amené à rechercher un terrain de parachutage et d'atterrissage pour lequel il sélectionne un château, le château des Causses, propriété d'un certain comte de l'Estrade. Un épisode dont il est difficile de ne pas voir la ressemblance avec celui de l'escale nocturne du Lysander dans le film L'Armée des Ombres. Peu avant la mi-septembre 1942, alors que son référent dans la résistance vient de l'autoriser à tenter la traversée des Pyrénées, il entend dire que les Espagnols ouvrent leurs frontières aux Français, ce qui reste très éloigné de la réalité. En compagnie d'un certain Robert Schmoll et d'un médecin, le docteur Taillade, il se rend à Bagnères de Luchon, où le second est en relation avec un montagnard, François Ladry, qui avant la guerre l'a accompagné dans ses chasses en qualité de guide. Mais au rendez-vous censé réunir les candidats à la traversée et leurs futurs passeurs, le docteur Taillade se présente seul, complètement saoul, et déclare « Voilà, j'ai vu le type, c'est très simple, il nous demande 30 000 francs, et nous arriverons en taxi à Barcelone. » Je n'ai pas refusé, assure Grumbach, Schmoll non plus, malgré les mises en garde d'un nouveau venu, un certain Berkovic, steward d'une compagnie de navigation, que Grumbach décrit comme français, décoré, costaud, parlant toutes les langues, avant de conclure de façon assez comique compte tenu de ce qui précède, qu'il s'agit d'un garçon assez sympathique au demeurant. Le lendemain, dans un lieu non précisé, qui peut être à Luchon ou à Superbagnères, les 2 candidats au voyage ont de nouveau avec le docteur Taillade, dont on ne sait s'il a dessoulé entre-temps, une discussion qualifiée par Grumbach d'orageuse. Et lors de cette même réunion, il rencontre le passeur recommandé par le médecin, François Ladry, qui nous a assuré, déclare Grumbach lors de son interrogatoire, que dès que nous aurions passé la frontière, nous trouverions un taxi qui nous amènerait à la porte du consulat britannique à Barcelone, avec un capitaine de gendarmerie assis à côté du chauffeur. Schmoll et moi avons jugé que ça valait le coup, conclut Grumbach, ce qui paraît témoigner d'un degré élevé et peut-être excessif de confiance dans ses semblables.
D'autant que si les deux candidats versent chacun à Ladri 15 000 francs d'avance, qu'il est convenu de compléter par une somme équivalente à Barcelone, le docteur, quant à lui, affirme s'être acquitté de sa part au préalable. Par la suite, il s'avérera que Ladri, ou plutôt les deux Ladri, car ils sont deux frères à guider le convoi, passe pour n'exiger d'habitude aucun paiement de ceux des évadés qui se disposent à rejoindre les armées alliées, et qu'il n'a fait une exception pour Grumbach et Schmoll que parce que le médecin les lui a désignés comme ayant beaucoup d'argent, au point même d'être en mesure de payer pour lui. Après quoi, il ne sera plus question de ce docteur Taillade, sinon comme passager d'un taxi qu'ils partageront en Espagne, puis à la toute fin du récit de Grumbach, lorsque celui-ci le désignera comme un escroc, un imposteur et un mythomane. Quand je l'ai connu, conclut Grumbach, il voulait s'engager dans la légion anti-bolchevique, la légion des volontaires français contre le bolchevisme. Et je m'étais figuré avoir fait une conversion de prix en l'empêchant de partir dans la légion. Si j'avais su, je l'aurais laissé aller sur le front russe.